très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de ce magazine Noticias, le magazine de la rédaction de Numérica Télévision qui analyse et commente l'actualité en République démocratique du Congo. La politique prend les dessus cette année, car vous le savez, 2016 se veut une année électorale. On va donc parler du G7, mais aussi de la récente déclaration de ce groupe, le groupe de 7, la déclaration rendue publique le jeudi dernier à Kinshasa, une déclaration dans laquelle le G7 propose carrément un schéma qui pourra mener le pays vers l'organisation des élections en novembre prochain. Le G7 qui est donc représenté ce soir sur ce plateau par un de ses cadres, Dieudonné Bolenge-Tengue. Il est du MSR, secrétaire exécutif national du MSR, député national. Il est aussi ancien questeur de l'Assemblée nationale, mais aussi ancien ministre des Affaires foncières. Dieudonné Bolenge-Tengue qui a démissionné, vous avez suivi, à la suite de la vague des démissions orchestrées après l'auto-exclusion du G7 de la majorité présidentielle. C'est avec lui que nous allons nous entretenir ce soir, mesdames et messieurs. Monsieur Bolenge-Tengue, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de répondre à notre invitation. Membre du MSR, on apprend que le MSR est à ce jour un peu plus divisé. Est-ce qu'il existe un seul MSR ou il y en a un autre? Madame, au regard de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, il ne peut aucunement exister deux partis avec les mêmes sigles et les mêmes emblèmes. C'est interdit par la loi. Donc, aucun parti politique ne peut naître et adopter les mêmes sigles, les mêmes emblèmes, les mêmes insignes qu'un parti qui existe déjà. Alors quel est le vrai MSR? Vous vous situez du bon côté du MSR? Vous dites? Vous vous situez du bon côté du MSR? C'est le MSR original? Il n'y a qu'un seul parti MSR qui est légalement constitué et établi en République démocratique du Congo. C'est celui-là qui a été reconnu depuis février 2006, celui pour lequel et pour le compte duquel, sur les listes duquel nous avons été élus députés en 2006. Et moi, je suis de ceux qui ont été réélus en 2011 et nous avons exercé des responsabilités au nom de ces seuls partis-là. Et s'il y a un autre parti qui naît après, qui a tendance à vouloir utiliser les emblèmes, les sigles de CMSR, il s'agit d'une illégalité en principe, ceux qui sont chargés d'appliquer les lois devraient sanctionner les gens. Lorsque le divorce finalement est consommé entre le G7 et la majorité présidentielle, vous décidez de rester fidèle à Pierre Lumbi, de décider de démissionner. Pourquoi, monsieur Bolenge-Tengue? Lorsque les partis qui constituent actuellement les G7 ont été exclus de la majorité présidentielle, notre ancienne plateforme politique d'appartenance. On a dit auto-exclu. Oui, bon, vous savez, la charte de la majorité, vous pouvez la trouver, ce n'est pas un document clandestin, vous pouvez la lire. Il n'y a aucun article de cette charte qui a prévu l'auto-exclusion ou qui a prévu une sorte de démission d'office. Et encore, en cas d'auto-exclusion, c'est la personne qui s'auto-exclut qui le déclare. Ce n'est pas un tiers qui le fait à sa place. Ce qui est vrai, c'est que le bureau politique de la majorité présidentielle a exclu ces partis-là. Parce que ce 16 septembre 2015, il a été fait des communiqués de presse où il était question de demander aux partis, aux appareils de ces partis, après les sanctions qui frappaient les principaux responsables, de se prononcer. Okay. En ce qui concerne les MSR, le bureau politique s'est prononcé, solidaire de notre président national, les groupes parlementaires MSR, les députés
d'IMSR, donc du groupe MSR et alliés, mais les députés d'IMSR se sont réunis et ils ont exprimé leur solidarité à l'endroit du président national. Voilà. Et par la suite, le président national qui est Pierre Lumbi au Congo, ancien conseiller et du par président après, de la République un congrès, en matière de sécurité. Un congrès Alors, suffisamment représentatif. Très bien, M. Réuni au Bolinguetenge, centre on Nganda, va évoluer a également avant de revenir. dit cette solidarité, Okay. cette soutien au président. Avant de revenir à la question que je vous ai posée Oui. sur pourquoi être resté fidèle à Pierre Lumbi, est-ce que ça peut s'appeler de la trahison, entre autres? Pierre Lumbi trahit Joseph Kabila et vous le suivez dans cette trahison, dans la voie de la trahison? Vous savez, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut se placer dans un certain cheminement historique. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'entourage du président de la République, il y a eu plusieurs collaborateurs que je pourrais globalement classer en deux catégories. Les conseillers, ceux qui ont choisi d'analyser des situations et de lui faire des propositions motivées. Et c'est dans ce groupe de personnes que se trouvait notre président national Pierre Lumbi, qui, en vertu des responsabilités qu'il existait, pouvait accéder à des informations, analyser des situations et faire des propositions motivées au chef de l'État. Il y a une deuxième catégorie de collaborateurs qu'on pourrait rassembler dans ce qu'on appellerait des chargés de mission. Ceux qui considèrent que leur travail consiste à guetter les faits, les humeurs du président pour essayer de déceler sa volonté et la rendre possible, quelle que soit la situation sur le terrain. Donc, notre président était de ceux qui prenaient le courage de dire au président, en vertu des informations à notre possession, en vertu des analyses, nous estimons que ceci est possible, ceci n'est pas possible, ceci pourrait être avantageux et cela pourrait ne pas l'être. Qu'est-ce qui a amené à la rupture? Le fait que notre président national ait choisi de faire entendre au sein de notre ancienne famille politique un son de cloche différent, qui est le parti qui dirigeait ait demandé en août 2014 un débat interne sur des questions essentielles engageant la nation. Après combien de temps? Après avoir encaissé cela, les faits pendant combien de temps? Et il se décide finalement de faire entendre cette voix? Non. Vous pouvez interroger les partenaires, nos anciens partenaires qui sont restés dans la majorité. Le MSR a toujours fait des propositions, y compris des propositions écrites, sur l'ensemble des enjeux sur lesquels la majorité présidentielle se devait de se prononcer. Où le MSR a toujours voulu se placer du bon côté. Certaines de ces propositions au bon ont moment été discutées pour se retrouver finalement ce guerre de repositionnement et adoptées par le bureau politique, mais au moment de les appliquer, bon, il y en a qui décidaient de se retirer dans un coin, de boutiquer des choses et de venir essayer de les faire avaler. Pierre Lumbi décide de partir. C'est l'autorité morale Pierre qui demande Lumbi décide de partir. Vous le suivez. Pourquoi? C'est une question du respect des engagements pris, du respect de sa signature et de la parole donnée. J'ai adhéré au MSR, comme tout citoyen peut adhérer en âme et conscience à un parti politique. Je ne suis pas un des membres fondateurs du MSR. J'ai adhéré. Et j'ai trouvé que dans ce parti, qui est un parti du débat, je pouvais m'exprimer en tant que citoyen et m'épanouir. Et donc j'ai pris les engagements de servir le pays à travers ce parti, qui a une vision, qui a un projet politique, qui a une éthique. De quand est venu le moment de faire le choix, il nous a été demandé de choisir. Et donc, considérant que de son côté se trouvait ce qui me rapprochait des engagements que j'ai pris vis-à-vis du peuple congolais, j'ai choisi donc de rester dans le parti, tout simplement. Pour ne pas être en contradiction avec ma propre conscience. Maintenant que vous êtes resté, est-ce que le cours des événements vous donne raison ou à un moment donné vous vous interrogez pour vous dire mais tiens, pourquoi on a fait ça? Nous avions fait des propositions. Nous n'avons fait que demander une occasion. Est-ce que
Vous considérez que le fait entre de membres partir d'une seule plateforme pour lever des options concertées ou des options communes. Au mois de février 2015, les partis du GES ont demandé une audience au président de la République. L'audience n'a pas été accordée dans la forme souhaitée. Okay. Ils ont écrit pour dire, bon voilà, Excellence, ce qu'on voulait vous dire à l'audience, c'est ceci. Vous pouvez en faire l'usage qui vous plaira de faire. Mais on a évolué, et lorsqu'on s'est rendu compte que, visiblement, la famille politique ne prenait pas au sérieux un certain nombre de préoccupations essentielles de la population, on est revenu à la charge du mois de septembre pour demander qu'on discute en interne. Aujourd'hui. Et donc, les autres ont estimé que discuter, c'est un péché. Près de 5 mois, près de 6 mois. Président, on va dire près de 6 mois, près de 6 mois depuis que vous êtes parti de la majorité présidentielle à ce jour. Est-ce que ça changeait quoi à la majorité présidentielle? Qu'est-ce qui a changé après votre départ, de la majorité présidentielle? Est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent à la MP? Est-ce que vous avez l'impression que le peuple vous fait confiance? Est-ce que vous avez foi en l'avenir de vous-même, de votre groupe, le G7? Ce que nous constatons, c'est d'abord que, aussitôt après notre départ, la majorité a entrepris de minimiser ces départs. Et elle a démontré qu'elle avait, au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, des effectifs suffisants pour faire la décision. Et c'est vrai, elle l'a démontré. Mais, au fur et à mesure qu'on avançait, elle se rend compte, tout le monde se rend compte qu'il ne suffit pas d'avoir des effectifs suffisants dans une Assemblée nationale qui est devenue une sorte de caisse de résonance. Vous pensez que il ne suffit pas d'avoir des effectifs suffisants au Sénat pour avoir les garanties de réussir un projet aussi rocambolesque que celui d'un troisième mandat interdit par la Constitution pour le président de la République. Maintenant, la majorité entreprend un travail de sape de tous les partis du G7. On crée des dissidences artificielles à coût de dépenses puisées dans les ressources publiques, à coût de caporalisation des médias publics, à coût de toutes sortes d'initiatives qui donnent à penser qu'aujourd'hui, la majorité n'a même plus besoin de respecter la moindre loi dans notre pays. Mais ce travail de SAP, madame, par exemple, trop sévère dans vos jugements. Excusez-moi, ce travail de SAP qu'ils entreprennent, c'est une manière de démontrer que ils redoutent quelque chose de ces groupes de partis qu'ils ont exclus. Je crois que j'en suis tellement convaincu que, en dépit des dizaines de marches de soutien qu'ils ont organisées, en dépit des dizaines de déclarations de loyauté au président de la République, jusqu'aujourd'hui, 15 janvier 2015, ils ne sont pas parvenus à rallonger le mandat du président d'un seul jour. Alors, ce qui est la préoccupation essentielle, on sait qui les concerne pour le moment. C'est la preuve que ça bloque quelque part. Gouverner, c'est prévoir. Est-ce que ce n'était pas dans l'objectif d'un repositionnement des membres du G7, départ de la majorité présidentielle? Non, les membres du G7... En tant qu'avant-gardiste, vous avez G7, compris le danger qui guettait la majorité présidentielle et vous avez décidé de prendre le large pour vous repositionner au moment opportun. Non. Il faut rendre à la vérité sa place. Les membres du G7 n'ont pas décidé de quitter la majorité. Les jours même où, après que la réunion à laquelle ils ont participé est tournée court, lorsque à la radio, à la télévision, on commençait à parler de leur auto-exclusion, ils se sont réunis, les présidents de ces partis se sont réunis, ils ont publié un communiqué pour dire non, nous n'avons pas quitté la majorité. Nous ne voulons pas quitter. Nous avons quitté une réunion qui était mal orientée. Ça, on le sait. Et ensuite, vous avez rejoint l'opposition. Et on va évoluer, M. Tengue. C'est eux qui nous ont chassés. On vous a chassés. Donc ça, il faut que ce soit entendu. À vous entendre parler. Nous nous retrouvons dans l'opposition du fait de la loi. Ok. C'est le statut de dans l'opposition. Lorsque vous n'avez pas de responsabilité dans l'exécutif national, provincial ou local,
Donc vous ne soutenez pas le travail de ces exécutifs. Dans l'opposition. Vous êtes nécessairement et dans l'opposition. Et lorsque vous êtes dans l'opposition et que vous acceptez une charge dans le gouvernement central, dans le gouvernement provincial ou dans le gouvernement local, vous êtes présumé renoncer à votre statut d'opposant. C'est ça la loi. Alors, et dans l'opposition, vous êtes dans l'opposition depuis du fait de la loi, ce que vous dites. Voilà. Depuis, vous menez un combat acharné contre le glissement, contre le troisième mandat du président de la République. La récente déclaration du G7 en dit long. Et dans cette déclaration, vous faites une proposition, on va évoluer, du schéma qui peut conduire le pays et le peuple aux élections cette année. Dans l'hypothèse où certains disent que ce n'est pas possible d'organiser des élections vu telles contraintes externes et externes. Vous, le G7, vous proposez un calendrier, finalement, un schéma. Sur quelle base vous avez établi vos projections qui pourront amener à l'organisation au 4e trimestre de l'année 2016 des élections provinciales, législatives et présidentielles? Madame, je ne sais pas s'il faut parler de combat acharné, mais en tout cas nous menons un combat légitime pour faire respecter la Constitution et les lois de la République. Okay. Vous savez ce qui fait de nous des Congolais, ce n'est pas seulement le fait d'habiter à l'intérieur des frontières de la RDC. Parce qu'il y a des étrangers que nous avons accueillis qui habitent ici. Ce qui fait de nous des Congolais, au-delà de la diversité des tribus, des religions, des coutumes, c'est le fait que nous nous reconnaissons attachés à un certain drapeau, à un certain hymne national, à certaines institutions qui n'existent que parce que définies dans le cadre de cette constitution-là, qui est la constitution du peuple congolais, qu'il a voté, qu'il a adopté par référendum, et nous nous reconnaissons attachés, respectueux de ces lois votées par les représentants du peuple congolais. C'est cela qui fait de nous les Congolais. Alors, si nous nous détachons de la constitution des lois, nous entrons dans la jungle. Nous, notre combat, c'est de vouloir faire de notre pays un pays normal, où tous les citoyens respectent la constitution et les lois. Alors, pour en revenir à l'aspect calendrier ou schéma, calendrier électoral. Tous les tirons, nous avons fait nôtre le fait qu'au mois de février, le 12 février 2015, la CENI avait publié un calendrier. Nous faisons nôtre le fait que le mandat actuel du président de la République se termine à la fin de l'année. Il doit passer la main normalement le 20 décembre 2016. Et nous avons essayé de tenir compte du fait qu'on a pris du retard. Donc, dans les temps qui nous restent, ce qui est possible d'être fait, c'est ce que nous avons proposé, en espérant que les uns et les autres vont investir de la bonne foi là-dedans. Dans tous les cas, le peuple congolais sait que, au-delà de ce que dit la Constitution, au-delà du numéro des articles et de leur contenu, le peuple sait qu'en 2016, fin de l'année, c'est la fin du mandat du président, et qu'il attend de nous qu'on s'organise pour lui rendre le pouvoir qui est le sien. Est-ce que le schéma que vous proposez est-il réaliste, M. Bolengue-Tengue? Premier trimestre 2016, acquisition des kits et du matériel d'enrôlement. Deuxième trimestre 2016, révision du fichier électoral. Troisième trimestre, mise à jour du cadre légal, convocation du scrutin et dépôt des candidatures. Quatrième trimestre, enfin, 2016, élections législatives, présidentielles et provinciales. Alors, vous ajoutez que ces 3 scrutins peuvent se tenir le même jour. C'est pas trop rêvé, ça? Non, c'est pas trop rêvé. D'abord, le scrutin présidentiel, la circonscription électorale du président de la République, c'est l'ensemble du pays. Tandis que les circonscriptions électorales des députés nationaux et provinciaux, ce sont les villes à l'intérieur du pays et les territoires. Il n'y a qu'à Kinshasa où il y a une petite nuance. Donc, il n'y a pas un décalage entre les circonscriptions des députés provinciaux et des députés nationaux. Donc, on peut coupler, parce qu'ils battent campagne dans les mêmes circonscriptions et on vote pour eux dans les mêmes centres de vote aux mêmes endroits. Et donc, pour le président de la République, on l'a déjà couplé avec les législatives. Alors, par rapport aux éléments de ces schémas, nous considérons que
Il faut acquérir le matériel électoral qui était prévu par les calendriers de la CENI qui est en retard. Et nous recommandons qu'on utilise les procédures qui ont déjà été utilisées au pays. En 2006, on a utilisé les procédures d'urgence avec l'appui du PNUD et d'autres partenaires. On peut recourir à leurs services. Ils sont là, ils sont disponibles. En 2011, on a fait des achats de gré à gré. On peut les faire. Et il n'y a pas que pour le matériel électoral où les achats de gré à gré deviendraient un péché. Il y a des équipements de grande valeur dans ces pays, des marchés de grande valeur qui sont passés de gré à gré lorsque l'État estime qu'il ne peut pas les faire autrement. Et donc, on peut acquérir l'équipe. La question de la mise à jour du fichier, de la révision du fichier électoral a été prévue par la CENI. Nous disons que faites-le tout simplement. Parce que l'enrôlement des nouveaux majeurs ne doit pas être une question politique. Personne ne refuse que ceux qui sont de 18 ans qui prendra combien de temps? Est-ce que ce n'est pas... il faut qu'on les enrôle. Vous ne serez pas piégé par votre propre schéma? Vous dites? Vous ne pourrez pas être piégé peut-être demain par votre propre schéma si la CENI vous suivait? Bon, nous ne voyons pas où nous pouvons être piégés. Parce que nous savions depuis toujours qu'en 2016, on doit aller aux élections. Pour les élections provinciales, vous savez, madame, tous les partis politiques, lorsqu'en 2015, la CENI a demandé aux partis de déposer les listes de candidatures et aux indépendants de déposer leurs candidatures. 23 000 candidatures ont été déposées. On ne sait pas pourquoi le processus a été gelé. On n'a qu'à les dégeler. Il n'y a pas de problème. Pour ça, ils ont déjà même les candidatures. Donc, on n'a qu'à dégeler le processus. Donc, il n'y a pas de pièges que nous redoutions. Donc, nous considérons qu'il faut respecter les lois. Les lois peuvent être dures, ce sont les juristes qui le disent. La loi est dure, c'est la loi. Il n'y a que la loi qui peut nous permettre de vivre civilisés à l'intérieur des frontières de notre pays. Sinon, ça va être la jungle, et le plus fort va manger le plus faible. Et ça, nous ne voulons pas. Monsieur Bolingui-Tengue, dans cette déclaration, le G7 reconnaît que l'image de la CENI dit, je veux dire, que l'image de la CENI est beaucoup ternie et la crédibilité sérieusement émoussée dans l'opinion. Alors vous demandez à la CENI de cesser de se mêler des débats politiques et de ne plus se soumettre aux injonctions de la majorité présidentielle. Dans quel état d'esprit vous voulez que la CENI vous amène aux élections? Si vous reconnaissez, vous dites dans votre déclaration que son image est ternie, l'image de la CENI, est-ce que si cette même CENI organise des élections demain, vous accepteriez le résultat des urnes, M. Bolingui-Tengue, sans pour autant remettre en cause l'indépendance de la CENI, la transparence dans les élections? Madame, la crédibilité de la CENI dépend d'elle-même. Il aurait suffi que la CENI prenne en compte le fait qu'il y avait même un petit doute quant à la manière dont les gens ont été remplacés là-bas dernièrement, que la CENI prenne en considération, prenne au sérieux son rôle et se mette à s'occuper des questions de calendrier, des questions de commande de kits, des questions de révision de fichiers électoraux, qui ne sont pas des questions politiques. La CENI allait poser des actes de bonne foi, limités à sa mission technique. Et si jamais dans la réalisation, dans la mise en œuvre de son calendrier, dans la réalisation de ses activités techniques, elle rencontrait des difficultés, mais peut avoir recours à l'Assemblée nationale pour faire le point avec la représentation nationale et voir dans quelle mesure l'Assemblée nationale joue les bons offices avec les gouvernements et les autres institutions. Et dans les cadres aussi de la tripartite. Cette CENI, dont l'image est ternie, si elle organise des élections aujourd'hui, le G7 acceptera les résultats de jour. La CENI que nous avons aujourd'hui. Où ça sera des contestations en contestation. C'est l'unique que nous avons dans ce pays. Ce qu'on lui demande, c'est de remplir sa mission conformément à la loi. Lorsqu'elle sort du cadre de la loi pour aller chercher des artifices dans des consultations, parler de glissements, parler d'accords politiques préalables, ce qui n'est pas prévu dans la loi qu'il organise ni dans la loi électorale. Donc elle commence à se mêler du débat politique. Et donc elle prend parti dans les débats politiques. Et donc elle va pousser une partie de l'opinion nationale et une partie de la classe politique. Parce qu'il faut que le calendrier soit consensuel, M. Bolingui-Tengue. Il faudrait aussi que le calendrier électoral soit un calendrier consensuel. Nous sommes déjà en plein, comme certains le disent, en plein glissement. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait encore un autre calendrier qui appelle contestation, sinon on n'évolue pas, on tourne en rond.
tout ceci arrive parce qu'on s'éloigne de la nécessité d'appliquer. Voilà les pourquoi lois. on vous appelle au dialogue, M. Bolenge Tengue. Si la CENI fait son travail, ça ne peut être qu'une œuvre humaine. Vous savez, entre 2005 et début 2007, entre les référendums constitutionnels et l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs et des sénateurs, il s'est passé des choses où la CENI a ajusté son calendrier. En 2011, les délais qui étaient prévus pour l'enrôlement n'avaient pas été scrupuleusement respectés. Et la CENI a procédé à un petit réajustement technique que tout le monde a accepté. En dépit de toute la discussion sur la fiabilité du fichier électoral, lorsqu'en 2015, la CENI a demandé aux acteurs politiques de faire acte de candidature pour les élections provinciales, on l'a fait. Tous les partis l'ont fait de bonne foi. On a dit, nous ne sommes pas totalement sûrs, mais c'est l'institution que nous avons. Pour éviter des contestations, M. À la loi, nous engageons dans le processus. Dialoguons pour pouvoir atterrir en douceur et organiser les élections en toute tranquillité. Madame, depuis qu'on a parlé de ce processus du dialogue, ceux qui ont adhéré à ceux qui ont répondu favorablement à l'invitation sont connus. Ceux qui ont répondu défavorablement ont également donné leurs arguments. Nous sommes de ceux qui ont répondu défavorablement. Non pas parce que nous sommes contre les principes du dialogue, mais tout simplement parce que Pourquoi? nous n'avons pas été convaincus. Vous êtes adepte de la théorie du chaos? Des matières. Parce que vous êtes adepte de la théorie du chaos? Qu'est-ce que vous appelez théorie du chaos? De quoi est-ce qu'on va parler au dialogue? Vous savez de quoi on va parler? Quelqu'un voulait, à un moment donné, à l'occasion de le chef de l'État a annoncé la tenue du dialogue, à l'occasion des consultations, laissez-moi vous dire ceci, à l'occasion des consultations, de ce dialogue nous avons également été consultés. On évoquait vaguement la question du financement des élections. C'est une question, mais le président de la République l'a dit formellement. C'est une question qui ne se pose plus. Parce que, sur base du projet du gouvernement, le Parlement a voté un budget qui prévoit 580 millions environ de dollars pour les élections cette année. Si cette somme d'argent ne suffit pas, on peut recourir aux contributions de la communauté internationale parce qu'il y a des partenaires qui se sont dit disposés à apporter leur concours. Donc on n'a pas besoin d'appeler des chefs coutumiers avec des accoutrements folkloriques, on n'a pas besoin de ressusciter quelques retraités, quelques vieux politiciens qui ne savent même plus animer un parti politique. On n'a pas besoin de les appeler dans une grande messe, appeler dialogue. Pour ça, c'est une responsabilité du gouvernement de mobiliser les ressources prévues par le Parlement au budget de l'État. La question de la sécurisation des élections. Mais c'est une question qui relève de charges régalières de l'État, du ministère de l'Intérieur, qui a la police et les services de sécurité pour ça. S'ils n'ont pas d'effectifs suffisants, mais on peut demander à l'armée d'envoyer des PM qui sont également policiers quelque part. Le dialogue va vous permettre de prendre des options, comme le chef a dit, des options pragmatiques et courageuses pour pouvoir organiser des élections jusque-là, on n'osait pas avouer à la République. Dans tous les cas, ce dialogue semble aussi tourner un peu au dialogue des sourds. Parce que même les compatriotes de l'IDPS qu'ils ont sollicité disent oui pour le dialogue, mais pas seulement à condition que ce soit avec une médiation internationale. Mais ils ont leur propre agenda, ils viennent réclamer l'impérium qu'ils ont marqué en 2011. De toute façon, M. Bolenge Tengue, quand on discute, chacun vient avec son agenda, mais l'essentiel, c'est de se mettre d'accord pour pouvoir avancer. Dès lors que les participants au dialogue vont ressortir de là avec des compromis qui respectent la Constitution, qui est la loi suprême dans notre pays, nous serons les premiers à les en féliciter et nous allons suivre le schéma qu'ils auront tracé. Pas de dialogue pour mais dès lors qu'ils vont sortir de là avec tripatouillage et autres montages extra-constitutionnels, ce n'est pas nous qui trouverons sur leur chemin, c'est le peuple congolais, l'ensemble du peuple. On tend petit à petit vers la fin de cet entretien des absences des autres leaders lors de la déclaration de jeudi dernier à Kinshasa, au siège du G7. On l'a constaté. À quoi cela est dû? C'est juste un problème d'agenda. Vous savez,
Aujourd'hui, les G7... Parce qu'il nous semble que aujourd'hui, les G7, dans le G7 aussi, les G7 certains menacent de pouvoir prendre les larges. Les G7 a commencé à fonctionner sur la base des organes qui sont prévus dans son acte constitutif. Il a un président, l'honorable Charles Mwando. Si. Quand il n'est pas là, ou quand il finit un terme, il est remplacé ou relayé par le président Pierre Lumbi Okomo. Les autres initiateurs, ils ont un rôle de vice-président. Nous avons un secrétaire exécutif qui est aujourd'hui en mission à l'étranger. Et d'autres leaders, certains des autres leaders, comme l'honorable Kamitat, est député. C'est la période des vacances parlementaires. Donc, si vous entendez un de ces leaders contester cette déclaration, là, vous allez en faire un problème. Mais à partir du moment où ils se sentent représentés et que leur parti était représenté, il n'y avait pas de chaises vides. Rapport, et donc cette déclaration nous engage tous. Quel rapport le G7 entretient avec Moïse Katumbi? Il semble que politiquement, vous êtes très proche. Mais pourquoi vous ne le dites pas clairement que pour le G7, Moïse Katumbi, c'est notre candidat président de la République, point barre? J'aurais aimé parler davantage MSR depuis le début, mais parce que je ne suis pas vraiment un porte-parole du G7. Mais puisque les MSR dans les G7, je peux me permettre de dire quelque chose. À l'heure qu'il est, nous faisons partie de l'opposition. La dynamique de l'opposition est également dans l'opposition. Le gouverneur Moïse Katumbi est également de l'opposition, ainsi que d'autres forces politiques. Donc nous avons quelque chose en commun. C'est votre candidat. Et ce que nous avons en commun, c'est les combats pour le respect de la Constitution, la quête d'une alternance politique, démocratique. Ce qui lui donne aussi en le 2016, l'organisation d'élections crédibles votre candidat dans les délais président. constitutionnels. Ça, c'est notre dénominateur commun. Et nous sommes également d'accord avec lui sur une approche. C'est sur quoi nous nous engageons. C'est ce que je viens de dire. Le respect de la Constitution, les élections crédibles dans les délais constitutionnels, l'alternance politique. Le moment viendra lorsque la CENI nous aura fixé sur la question du calendrier, lorsqu'on aura remis le processus électoral sur les rails, le moment viendra pour ceux des nôtres qui ont des ambitions d'être candidats, notamment à la présidence de la République, d'exprimer ces ambitions. Mais voilà pourquoi certains disent que c'est Moïse Katumbi qui, entre autres, finance le G7. S'il vous plaît, madame. On va en débattre dans le sens de ce que vous avez entendu. Très bien, les primaires. On va en parler tout à l'heure. Et entre autres... Chacun étale ses arguments, on délibère et on essaie de lever un compromis pour que l'opposition n'aille pas aux élections. Monsieur Bolengue-Tengue, et entre autres, certains disent que c'est Moïse Katumbi qui finance entre autres le G7. Ma foi, il ne sème pas dans le désert. Vous savez, madame, dans notre pays, on dit beaucoup de choses. On aime bien dire beaucoup. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et qui nous a financé en 2011 pour aller aux élections? Les MSR avaient 26 députés en 2006, il en a eu 32 en 2011. Nous sommes un des rares partis politiques parmi les grands à avoir progressé avec le financement d'équipe. Madame, on peut faire de grandes choses avec très peu de moyens. Donc nous avons appris à fonctionner, à travailler avec des ressources qui sont à notre vie. Vous pouvez me donner $1000 et donner à quelqu'un d'autre $1000, nous n'en ferons pas nécessairement les mêmes usages. Puisqu'on a parlé de Moïse. Très rationnel. Voilà. Et les membres du G7, ce ne sont pas des va-ni-pieds. Tous les présidents de cette partie du G7 ont exercé de grandes responsabilités dans ce pays. Et tout le monde connaît le salaire d'un député. Les Congolais savent que ce sont des barons qui roulent avec des véhicules neufs. Tout le monde sait que les banques existent pour prendre un crédit et étaler les remboursements dans le temps. Alors ne cherchons pas... Les Congolais savent que vous êtes des barons. Hein. Le G7, c'est le groupe de 7 barons, des 7 patrons. Et même votre crédibilité pose problème, puisqu'il n'y a pas longtemps, hein, vous puisez dans la grande casserole de la majorité présidentielle. Bon, ça dépend. Et déjà, il faut savoir comment certains ont acquis leur fortune. De si quelqu'un a trouvé à nous reprocher dans ce que nous avons fait, il n'a qu'à saisir les cours des tribunaux
C'est cela. Je crois que nous avons fait notre travail correctement. Et moi, en tout cas, je peux dire que ce que moi j'ai fait, je n'ai pas à rougir. J'ai servi mon pays consciencieusement. Ce que moi je peux vous dire, madame, il y a des gens qui disent que ces gens venaient d'être dans la majorité. Est-ce que c'est des vrais opposants? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vouloir tromper la vigilance des autres? C'est un faux débat, madame. Parce que plus loin de nous, on peut retrouver l'exemple de Moïse. Si c'est faux, qu'est-ce qui qui est a vrai? travaillé à la libération du peuple israélite. Moïse a reçu une éducation princière dans la cour de Pharaon. Dès son jeune âge, il était encore bébé quand il a été recueilli. On ne peut pas dire que son combat pour libérer le peuple d'Israël, d'Égypte, n'était pas un combat valable. Plus proche de nous, on peut prendre l'exemple du président Tshisekedi. Les gens oublient que Tshisekedi a été député d'IMPR jusqu'à la lettre de 13 parlementaires. Les gens oublient que Tshisekedi a été ministre de l'Intérieur de Mobutu et qu'il est de ceux qui ont rédigé la Constitution de 1967 qui limitait le multipartisme à 3. On sent que donc, on ne peut pas dire que son combat n'est pas un combat valable parce qu'il a été avec... On sent que vous n'êtes pas trop à l'aise quand on parle de la fortune depuis que nous sommes dans l'opposition. Monsieur Bolengueteng, on va terminer. Il nous reste plus qu'une dizaine de minutes. Nous savons ce que nous... Alors, il nous reste plus qu'une dizaine de minutes. Quand on a parlé de Moïse Katumbi, c'est pour la première fois qu'il évoque la question de l'organisation des primaires au sein de l'opposition afin de dégager le candidat par consensus, candidat commun de l'opposition, candidat président de la République. Qu'en est-il au G7? Est-ce que vous appuyez son idée ou l'idée est venue de vous puisque ça sera lui finalement qui sera désigné candidat? Je vous l'ai dit, madame, consensus. je dis que pour le moment nous nous battons pour avoir les élections dans les délais et le respect de la Constitution. Lorsque viendra le moment de candidature, nous sommes de ceux qui pensent que l'opposition ne doit pas aller aux élections en ordre dispersé. Donc s'il y a une multiplicité de candidatures dans l'opposition, nous devions faire un tri. Il faut trouver des critères. Donc on va demander à chaque candidat d'étaler ses arguments. Alors qu'à côté, l'UDPS s'il n'y en a pas refuse cette qui se proposition, retire, on sera obligé de proposer d'aller passer par les primaires. Alors que l'UDPS pour que la démocratie interne joue dans l'opposition, avant d'aller affronter des adversaires au niveau de la grande scène. Ça se fait également sous d'autres dossiers. Alors, quel est votre point de vue lorsque l'UDPS refuse cette idée d'organiser des primaires au sein de l'opposition? Nous ne voulons pas nous tromper des combats, madame. Cette question n'est pas à l'ordre du jour maintenant. Si on exprime les choses de cette manière-là, c'est pour que les gens aient l'état d'y réfléchir. Il faut déjà savoir s'organiser et de se préparer à l'exercice. L'UDPS c'est un parti qui s'appelle Union pour la démocratie. Donc l'UDPS c'est un parti démocratique. L'UDPS ne peut pas refuser les jeux démocratiques. L'un ou l'autre des membres de ce parti peut exprimer un point de vue, mais je crois que nous croyons aussi tous que l'UDPS est dans le schéma de la démocratie. Si nous croyons que la meilleure chance de gagner pour nous, c'est d'avoir un seul candidat, nous nous organiserons pour faire un exercice démocratique interne et choisir les meilleurs des nôtres qui va nous représenter. Politiquement, est-ce qu'il existe une différence entre le combat que vous menez dans l'opposition au sein du G7 et le combat que mène Étienne Tshisekedi, qui se dit favorable à l'idée de la tenue d'un dialogue, qui a accepté de participer au dialogue, mais à condition que ce dialogue soit avec une médiation internationale? Oui. Quelle différence faites-vous entre votre combat et le combat d'Étienne Tshisekedi ou de l'UDPS? En fait, nous avons la même finalité, madame. Et que notre pays fonctionne comme un pays normal où les gens respectent la Constitution et les lois. Mais puisqu'il y a eu des incidents par le passé, l'UDPS a une approche différente de la nôtre. Mais nous avons la même finalité, madame. De conquérir le pouvoir, personne ne servira de marchepied. Oui. Conquérir le pouvoir et l'exercer dans l'intérêt du peuple congolais conformément à la Constitution et aux lois de la République, et non pas conformément aux humeurs des personnes et à leurs rêves, à leurs illusions. Voilà. Monsieur Bolengueteng, qu'est-ce que le pouvoir de Kabila n'a pas accompli que le G7 pourra demain achever pour le bien-être des Congolais? Madame, si vous posez la question aux Congolais, ils vous diront
Qu'est-ce qui n'a Vous pas êtes marché? représentant Mais du nous, peuple, député national, vous avez un nous, mandat national. pour C'est à avoir vous que je été pose dans la question. majorité, pour avoir travaillé dans cette famille politique, nous, du G7, nous disons d'abord que nous assumons jusqu'à notre départ l'actif et le passif du bilan de ces régimes dans lesquels nous avons pris part. Lorsque le président Kabila a accédé au pouvoir en 2001, il a hérité d'un pays en lambeaux. Tout le monde le sait. Un pays qui n'était pas fréquentable. Un pays qui avait très peu de ressources. Et son gouvernement, les institutions de la République animées sous son leadership, ont fait des choses qui ont amené des avancées significatives dans notre pays. Ça, nous assumons. Il y a des choses qui n'ont pas été réussies. C'est une œuvre humaine. Ça aussi, nous l'assumons. Alors, dans ce cas-là, monsieur Mais le seul point de divergence oui. entre nous oui. et ceux qui sont restés dans la majorité, c'est le fait que les autres entreprennent de remplacer la constitution de la République par quelques illusions, quelques montages. Mais voilà la question. Nous voulons que tous les citoyens congolais s'en tiennent au respect de la Constitution et Dieudonné Bolenge, est-ce que le fait d'assumer le bilan de Joseph Kabila, puisque vous avez été à ses côtés, puisque vous avez travaillé avec lui aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas non plus se retourner contre vous, le fait d'assumer, puisque vous portez également une grande responsabilité? Il y a à peine 6 mois que vous étiez à la majorité présidentielle. Et depuis 6 mois, vous avez basculé dans l'opposition. Demain, candidat président, vous proposez un candidat président. Est-ce que le peuple ne va-t-il pas vous sanctionner parce que vous avez été vous aussi incapable de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes, notamment le social des Congolais? Vous risquez vous aussi de pouvoir être sanctionné et très sévèrement, peut-être par la population. Madame. Parce que vous, au moins, vous avez géré. L'UDPS n'a pas géré. Madame. L'UNC, lorsque oui, aussi. Nous allons nous présenter devant la population, ce n'est pas pour demander à la population de voter pour le passé. Nous allons demander à la population de voter pour l'avenir. On se sert du passé. Mais on se sert du passé. Suivez-moi. Pour baliser l'avenir. De l'opposition ou de cette opposition-là, nous allons proposer au peuple congolais quel est notre projet, quels sont les arguments qui accompagnent ce projet, quelles sont les garanties qui peuvent convaincre la population que nous sommes capables de faire ça. Moi, je suis du MSR. Rien que l'éthique qui caractérise les gens du MSR suffit pour que les gens nous fassent confiance. Tout le monde sait que nous n'avons pas une éthique de voyous. Et ça, c'est beaucoup. Voilà. Monsieur Dieudonné Bolenge, on va terminer 2-3 petites questions. Vous me répondrez brièvement. La marche du 16 février, la SENCO a annoncé qu'elle désistait à l'organisation de cette marche par peur d'une récupération politicienne. Finalement, cette marche devient sans objet. Madame, moi je suis catholique. Je préfère que vous puissiez la prendre. Je suis catholique. Non pas seulement parce que je suis baptisé que j'ai pris là-bas. J'ai évolué, j'ai été éduqué dans les écoles catholiques, j'ai évolué dans les organisations catholiques. J'ai assumé dans un diocèse ce qu'un laïc peut assumer comme responsabilité la plus élevée. J'ai été directeur du bureau diocésain de développement dans un diocèse pendant 6 ans. Donc, lorsque vous parlez de l'Église, il faut faire la part des choses entre 2 réalités. L'institution qui est représentée par nos pères évêques et le peuple de Dieu. Si l'institution Église catholique, représentée par les primats de l'Église catholique qui est le cardinal, représentée par la conférence épiscopale nationale, décide de se méfier de certaines formes de manifestations publiques, les peuples de Dieu, les chrétiens catholiques, qui sont citoyens de ces pays, n'ont pas dit ce qu'ils vont faire. Ils ne vous ont pas dit ce qu'ils se préparent à faire. Comment ils vont s'organiser. La plupart de ceux qui sont morts le 16 février, c'était des chrétiens, c'était des citoyens, c'était des laïcs. Et nous, les laïcs catholiques, nous avons le droit de nous en souvenir, de ne pas perdre de vue que certains des nôtres sont partis pour qu'il y ait la démocratie dans ces pays. Donc, le communiqué de la SENCO, pour moi, catholique, chrétien, c'est un communiqué
de l'institution Église catholique. Mais le peuple de Dieu catholique dans ce pays n'a pas encore dit ce qu'il va faire. Dernière question, 16 janvier, 17 janvier, Mzee Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, où vous situez-vous? Lumumbiste, kabiliste, ou il vous reste encore des bribes? Je ne pense pas qu'il y ait tellement de différences. Parce que le Mzee lui-même s'était inscrit dans la suite du projet de Lumumba. Projet stoppé, inachevé, suite à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, qu'il a voulu remettre sur les rails, le projet du nationalisme. Vous savez, lorsqu'on parle de nationalisme, parfois on se fait comprendre très mal. On croit que c'est de la xénophobie, c'est de l'extrémisme, ainsi de suite. Mais Patrice Emery Lumumba, tout comme Mzee Désiré Kabila, nous ont laissé quelque chose de fort en héritage. Il faut aimer son pays, accepter de le servir jusqu'au sacrifice suprême. Merci. Ça, c'est le meilleur des héritages que quelqu'un puisse laisser à ses enfants. Et non pas aimer son pays pour s'en servir jusqu'à l'extrême. Voilà. Ancien questeur de l'Assemblée nationale, ancien ministre des Affaires foncières, député national, membre pour le compte du MSR, j'allais dire, secrétaire exécutif national du MSR, le parti cher à Pierre Lumbi, Dieudonné Bolenge-Tengue. C'était donc lui, notre invité, c'est avec lui que nous nous sommes entretenus, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ces remerciements, c'est au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Je vous retrouve le lundi prochain avec un nouvel invité. Entre-temps, vous suivrez cette émission dans les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, et la rediffusion sur Numérica Télévision, c'est le mercredi à partir de 11h15. Bonsoir et à très bientôt.